Un grand V à toutes les futures motardes et à tous les futurs motards. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 10e épisode de la chaîne ETM Podcast. Et aujourd'hui, on va poursuivre et conclure notre chapitre concernant la circulation routière. Alors, dans l'épisode précédent, nous sommes revenus sur les bases de la signalisation et des marquages au sol. Puis ensuite, nous avons abordé la question du placement sur la chaussée, que ce soit en ou hors agglomération. Et dans celui-ci, nous allons simplement continuer de discuter toute notion relative à la circulation. Mais circuler, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un tout. C'est la finalité d'un apprentissage moto, autant théorique que pratique. Donc ça va être connaître les réglementations liées au code de la route, savoir maîtriser sa moto, observer intelligemment son environnement, identifier tout type de danger, coordonner ses mouvements, respecter les autres conducteurs, etc., etc. Si vous n'avez pas encore compris, je vous invite à réécouter les épisodes précédents. Mais circuler, c'est aussi savoir s'arrêter. Alors bien sûr, pas au sens arrêter définitivement la moto, mais savoir stationner proprement son véhicule. Car oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça fait partie de l'apprentissage du code moto, et oui, aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de garer sa meule sans s'attirer les foudres de moult personnes. Et puisque je viens d'employer les deux termes arrêt et stationnement, je vais d'emblée faire la distinction entre les deux. Alors on considère l'arrêt comme une immobilisation temporaire de la moto, par exemple pour prendre quelqu'un ou quelque chose, pour replacer un équipement, pour nettoyer la visière de son casque, etc. Et l'arrêt, puisqu'il est temporaire, suggère également une proximité avec la moto et donc la possibilité de la bouger très rapidement si nécessaire. Par contre, le stationnement, lui, est considéré comme une immobilisation prolongée ou un arrêt qui ne permet pas de bouger rapidement la moto si besoin. Mais pourquoi toutes ces infos, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'ETM, vous avez régulièrement des questions à ce sujet et qu'il faut vraiment bien assimiler l'énoncé pour ne pas se tromper dans la réponse. Parfois, vous pouvez avoir des questions uniquement sur l'arrêt ou uniquement sur le stationnement ou sur les deux en même temps. Par exemple, l'arrêt et le stationnement sont-ils autorisés sur un passage piéton? Bon, j'espère que je ne vous gâche pas la surprise, mais non, c'est complètement interdit. Donc vous l'aurez compris, le stationnement constituera l'un des focus de cet épisode et pour la suite, on se retrouve après le jingle. Bonne route et bonne écoute. Comme la célébrissime Kajiva Mito, cet épisode sera en deux temps. Dans un premier temps, nous nous poserons quelques minutes pour discuter arrêt et stationnement, puis dans un second temps, nous mettrons les gaz, mais pas trop, attention, afin de discuter croisement et dépassement. C'est parti, on attaque tout de suite. Et un petit récap très rapide pour entamer cette première partie, je le répète, l'arrêt égale immobilisation temporaire et proximité avec la moto, et le stationnement, lui, égale immobilisation prolongée et ou éloignement avec la moto. C'est bon, j'espère que c'est compris pour tout le monde. Donc en sachant cela, concernant la signalisation, nous allons revenir sur les deux régimes existants. Donc le premier interdit le stationnement, mais autorise l'arrêt. Donc vous avez la ligne jaune discontinue et vous avez le fameux panneau rond avec des bordures rouges, un fond bleu et traversé par un trait rouge. Et ensuite, le deuxième régime interdit le stationnement et interdit également l'arrêt. Donc vous avez la ligne jaune continue et vous avez le fameux panneau rond avec des bordures rouges, un fond bleu et traversé par une croix rouge. Et chose importante à retenir qui va potentiellement en surprendre plus d'un, à moto, l'arrêt et le stationnement sont strictement interdits sur les trottoirs. Forcément, si vous garez votre gros cube sur un trottoir qui fait 1,50 m de largeur, je ne suis pas sûr que le résultat puisse plaire à n'importe quel passant. Votre moto peut aisément bloquer le passage d'une personne, d'une poussette, d'un déambulateur, et j'en passe. Puis parfois les gens sont un peu brusques, il peut y avoir de légers dégâts matériels type rayures, accros, si ce n'est même la moto qui se retrouve complètement à terre. Enfin, n'oubliez pas qu'après un trajet, votre échappement est très chaud et il pourrait brûler la main d'un petit curieux. Donc moto et trottoir, on oublie. Et en réalité, l'arrêt et le stationnement à moto sont sensiblement les mêmes que pour les voitures. Il faut se garer sur des places de parking classiques, entre guillemets, des places autorisées, et si c'est une zone payante, eh bien vous devez également vous munir d'un ticket. Bien sûr, si vous avez la possibilité, privilégiez les, trop rares je précise, places de parking spécifiques ou de roues, car la plupart du temps vous pouvez attacher votre véhicule à un point fixe, c'est toujours plus sécurisant. Puis sachez que si vous ne respectez pas les règles d'arrêt et de stationnement, en cas de problème, cela pourrait jouer en votre défaveur vis-à-vis de l'assureur, qu'il s'agisse d'un vol, d'un dégât matériel causé par un tiers ou encore d'un dégât matériel causé par la mise en fourrière. Alors maintenant, nous allons voir les arrêts et les stationnements interdits en agglomération en étant un peu plus précis, car en fait il y en a trois catégories, les gênants, les très gênants et les dangereux. Ces trois catégories peuvent engendrer une immobilisation ou une mise en fourrière,
mais l'amende sera différente. Effectivement, elle sera de 35 € pour les gênants et de 135 € pour les deux autres. Alors, concernant les gênants, vous avez les arrêts et stationnements sur les ponts, dans les tunnels, les passages souterrains, pour des raisons évidentes, hein, et ce, à proximité d'une ligne blanche qui obligerait les autres conducteurs à la franchir. Concernant les très gênants, vous avez les arrêts et stationnements sur les trottoirs, mais ça dépend du trottoir, parfois ça sera considéré simplement comme gênant. Et vous avez également les arrêts et stationnements sur les voies réservées et les places handicapées. Enfin, concernant les dangereux, vous avez les arrêts et stationnements à proximité d'une configuration complexe de la route, type intersection, virage, fin de côte, etc. Et bien sûr la nuit ou par temps de brouillard, lorsque ce n'est pas éclairé. Alors ça, c'est vraiment pour les arrêts et les stationnements, et ensuite vous avez les stationnements interdits, mais arrêts autorisés. Donc devant les entrées privées, devant les garages, en double fil et sur les emplacements de livraison. Mais nous l'avons vu précédemment, un arrêt autorisé considère que vous pouvez bouger très rapidement votre véhicule si l'on vous le demande. Exemple, si Jonathan T-Max s'arrête pour aller voir le chef kebabier et lui commander un classico salade tomate oignon, ce n'est pas toléré, puisque ça va prendre plusieurs minutes et cela risque de fortement gêner. Si par contre ce même Jonathan T-Max s'arrête 10 secondes pour déposer un courrier ou répondre à un bref appel à proximité de son bolide, là c'est toléré. Ensuite, nous allons voir les arrêts et stationnements interdits hors agglomération. Alors les trois catégories sont identiques qu'à celles en ville, hein, donc vous avez gênant, très gênant et dangereux, et les amendes sont aussi les mêmes, à savoir 35 € pour les gênants, puis 135 € pour les deux autres. Alors concernant les gênants, vous avez les arrêts et stationnements donc sur la bande d'arrêt d'urgence, sur les places réservées aux autocars, et aussi, une fois de plus, sur les ponts, dans les tunnels et passages souterrains. Concernant les arrêts et stationnements très gênants, vous avez sur les bandes cyclables, les voies vertes, les aires piétonnes et aussi devant un panneau, car cela pourrait masquer la lisibilité pour les autres conducteurs. Enfin, concernant les dangereux, vous avez les arrêts et stationnements à proximité d'intersections, de virages, de fin de côte et des passages à niveau. Après, évidemment, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour l'examen de l'ETM, il faut faire preuve de bon sens. On fait attention à l'état du sol, on fait attention au degré d'inclinaison, hein, ne vous garez jamais dans une forte pente, on fait attention au type de véhicule sur les côtés, on évite de se garer derrière une camionnette où la visibilité est quasiment nulle, on évite les mauvais stationnements en marche avant qui vont faire galérer au départ, etc. etc. Donc voilà pour les arrêts et stationnements que nous allons quitter pour enchaîner avec la deuxième partie de cet épisode, les dépassements. Alors, par rapport à la voiture, vous vous doutez bien que les dépassements en moto sont quelque peu différents, car la moto a une capacité d'accélération beaucoup plus vive, ce qui d'ailleurs peut surprendre les automobilistes, et donc il est tentant de dépasser très régulièrement et de bien des manières. Cependant, pour les déplacements aussi, il y a des règles à respecter. La première étant de s'assurer que les dépassements en question ne soient pas dangereux. Pour cela, il faut faire attention à 5 choses. Donc nous avons le régime de priorité et la signalisation, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser lors d'une intersection, ne pas dépasser si c'est une ligne blanche, ne pas dépasser si vous croisez un panneau interdiction de dépasser, ne pas dépasser par la droite, etc. Ensuite, vous avez la visibilité. Si le véhicule devant vous masque la vue ou si la configuration de la route, par exemple le virage côte, ne vous permet pas de voir ce qui suit, n'y allez pas. On enchaîne avec le coussin de sécurité, le placement. En fait, il faut penser à laisser un intervalle suffisant entre les véhicules ou les obstacles et votre moto, que ce soit avant, pendant et après le dépassement. Donc on évite de frôler les voitures en se rabattant, on évite de frôler les voitures en essayant de doubler dans une voie étroite à sens unique, etc. Ensuite, vous avez le contrôle, hein. N'oubliez pas de vérifier vos rétroviseurs et de regarder en vision directe si le passage est libre. Et enfin, vous avez la communication, n'oubliez pas de mettre les clignotants avant de dépasser, car un conducteur impatient derrière vous pourrait s'engager en premier. Et sachez qu'un dépassement considéré comme dangereux peut tout de même coûter un retrait de 3 points sur le permis, une amende de 135 € et une potentielle suspension de permis jusqu'à 3 ans. Ensuite, la deuxième notion après le danger est d'évaluer convenablement le dépassement en termes de vitesse. Alors on considère qu'il faut avoir entre 15 et 20 km/h de réserve pour dépasser correctement, je m'explique. Admettons que vous êtes à environ 110-115 sur une autoroute limitée à 130. Si les autres conducteurs sont également à 110-115, vous avez le droit d'accélérer pour les dépasser. Si, par contre, les autres conducteurs roulent à 120-125, vous n'aurez pas assez de réserve pour effectuer un dépassement propre et efficace. Le but étant de ne pas rester 3 plombes sur la voie de gauche pour dépasser les autres. Comprenez qu'un dépassement ne doit ni s'éterniser dans la durée, ni s'éterniser dans la longueur. De plus, si vous accélérez trop rapidement pour conclure un dépassement, eh bien ça reste une infraction liée à la vitesse. Ce n'est pas une excuse valable. Ce qui me permet de vous rappeler les strates de sanctions en fonction des limitations. Alors, si vous êtes de 1 à 19 km/h au-dessus de la limitation, c'est 68 € d'amende et le retrait d'1 point.
sachant que l'amende passe à 135 € si de base la route était limitée à 50 km/h. Ensuite, de 20 à 29 km/h au-dessus de la limitation, c'est 135 € et le retrait de 2 points. De 30 à 39 km/h au-dessus de la limitation, c'est encore 135 € mais le retrait de 3 points. De 40 à 49 km/h au-dessus, c'est toujours 135 € mais ça passe à 4 points. Et de 50 km/h ou plus au-dessus de la limitation autorisée, c'est 1500 € et le retrait de 6 points. Sachant qu'à partir de 30 km/h au-dessus de la limitation, vous risquez également un retrait de permis, selon la gravité de l'infraction, pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum. Puis si vous n'avez pas compris la première fois et vous récidivez à plus de 50 km/h au-dessus des limitations, vous risquez 3 750 € d'amende et un nouveau retrait de 6 points. Voilà pour la petite parenthèse sanction vitesse. Donc n'hésitez pas à vraiment évaluer le dépassement avant de l'effectuer. Mais je sais que parfois ce n'est pas aussi facile, rares sont les conducteurs qui savent garder le rythme, surtout sur autoroute, sans faire n'importe quoi, et il arrive souvent qu'en plein dépassement, le conducteur dépassé accélère sans raison, ou avec mauvaise raison, au choix. Or, il est strictement interdit de compliquer un dépassement, et c'est sanctionnable. Vous risquez un retrait de 2 points, une amende de 135 € et parfois une suspension de permis jusqu'à 3 ans maximum. Cependant, il ne faut pas non plus être excessif. Vous devez faciliter un dépassement, pas dérouler le tapis rouge. Donc vous devez maintenir votre allure et seulement freiner si un danger approche. Donc voilà pour ce deuxième épisode qui poursuit et conclut le chapitre sur la circulation routière. Donc l'étau se resserre, il nous reste encore 2 gros volets à étudier, la mécanique et la route, puis quelques petits chapitres annexes. Et donc pour la suite, je pense que nous partirons sur une section un peu spéciale de l'ETM, car fourre-tout, une section nommée notions diverses. Ça va discuter permis, mise en fourrière, assurance, amende, etc. Et même si cela vous paraît inutile, vous vous trompez, ça fait partie des choses à savoir pour l'obtention du code moto. En attendant, merci pour votre écoute et à très bientôt.